Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce 10e Café Live, de nouveau avec Vanessa Chedebois. Le sujet Bonjour. de ce 10e Café Live va être les violences physiques et les procédures, à quoi s'attendre. Et Vanessa va nous partager en 3 points plusieurs choses. Pendant la violence, quels tips, quelles bonnes préconisations pour préparer son départ. Ensuite, elle va nous décrire un peu les différentes procédures qu'elle a pu connaître, elle, dans le cadre de ces procédures. Et puis, surtout, comment se préparer ensuite à ces procédures, à ce marathon judiciaire et comment mieux les appréhender. Voilà, je suis Reine Dijoux et avec Vanessa, on a un sujet en commun qui concerne les violences et nous faisons notre part du colibri, chacune avec nos spécialités, pour contribuer auprès de toutes les personnes qui ont pu connaître ces violences physiques, verbales, psychologiques ou encore sexuelles. Voilà, Vanessa, je te laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc en plus aujourd'hui, c'est une date assez importante parce qu'on est le 24 novembre. Donc le 24 novembre, c'est la veille du 25 et le 25, c'est le jour qui est dédié à la lutte des violences faites aux femmes. Donc voilà, je voulais le rappeler parce que c'est une date qui est quand même assez importante et il y a quand même pas mal de choses qui bougent souvent à cette date-là. Donc, c'est vrai que en ce moment, vous devez entendre parler pas mal des violences conjugales. Donc, moi, là, aujourd'hui, voilà, je voulais vous expliquer un petit peu quand on subit des violences physiques, psychologiques, sexuelles, financières, toutes les violences qu'on parle habituellement et qu'on commence à s'en rendre compte, qu'est-ce qui se passe? Donc, la première chose qui se passe, c'est qu'on n'y croit pas, on, on est généralement dans le déni. Donc, même si on est dans cette période de déni, il est quand même important de respecter certaines étapes et certaines choses à mettre en place pour soi, pour le futur. Parce que si on s'aperçoit qu'on subit ce genre de violence, même si ce n'est pas cette fois-ci qu'on part, ou alors si c'est cette fois-ci, mais qu'on revient, forcément, un jour, on partira définitivement. Donc, il faut s'y préparer. Parce que partir du jour au lendemain, comme moi, par exemple, j'ai pu faire, on se retrouve avec son t-shirt, son pantalon et ses baskets. Et j'ai eu la chance d'avoir quand même mon sac à main, mais sinon, je n'ai plus rien eu. Moi, Donc, je suis partie avec une caisse de linge pour mes enfants et mes 2 enfants voilà. sous le bras. Voilà. Voilà, donc on peut prévoir son départ dans certaines circonstances. Un, le prévoir, c'est-à-dire prévoir carrément une date, ou deux, prévoir des choses de côté pour si on doit partir en urgence. On parle Donc souvent la sur les première groupes chose, de sécurisation aussi des papiers. voilà, Voilà. c'est ce que. Donc la première chose, si on a quelqu'un de confiance autour de soi, donc on essaye de se confier à elle et si c'est possible, on lui demande de mettre de côté certains effets personnels, ça peut être du change pour nous et pour nos enfants, des papiers, des preuves, euh, tout ce qu'on risque de ne jamais récupérer un jour, si jamais on est obligé de partir. Donc ça, c'est une étape importante. La deuxième étape que moi, je pense importante, c'est de contacter le 3919, donc, qui est la plateforme des violences conjugales, car le 3919 peut commencer par vous donner certains conseils et peuvent vous diriger vers l'association dédiée aux victimes de violences conjugales dans votre département. Alors, moi, je prône l'association de mon département qui m'a énormément aidée parce que sans eux, je n'en serais pas là. Donc, moi, je vous conseille de vous y rapprocher. Alors, les associations, alors, elles vous permettent déjà, de ne pas vous sentir seul et de vous dire que il y a d'autres personnes comme vous. Elles vous permettent de reprendre confiance en vous parce que moi, quand je suis arrivée la première fois à l'association, dans tous mes états, et que j'ai regardé la dame en face de moi et que je lui ai dit, mais est-ce qu'on s'en sort un jour? Et sa réponse a été, si on ne s'en sortait pas, je ne ferais pas ce métier. Et c'est une phrase qui m'a marquée et qui est restée gravée à moi dans tout ce parcours parce que
bah voilà, ça m'a donné du courage pour aller de l'avant. Donc, ces associations, donc, elles permettent de vous expliquer le mécanisme des violences. Donc, avec des entretiens, vous pouvez aller voir des thérapeutes, vous pouvez avoir des psychologues, vous pouvez échanger avec d'autres femmes. Ils vous aident, pour certaines personnes qui ne peuvent pas, à vous occuper de vos papiers, à vous trouver un avocat, quoi, à mettre en place certaines choses. Et aussi, ils peuvent vous trouver des hébergements d'urgence. Donc, il y a plusieurs sortes d'hébergements d'urgence. Donc, nous avons les hébergements d'urgence, mais d'urgence, urgence vitale, Absolument. c'est-à-dire absolue. C'est-à-dire, vous partez de votre domicile, ils peuvent vous loger dans des hôtels en urgence absolue, comme dirait Zeren. Et il y a aussi les hébergements d'urgence qui, là, sont plus sur la durée, que vous pouvez avoir un logement pour vous et pour vos enfants pendant un certain nombre de mois, le temps que vous puissiez Vous retournez. vous renflouer et vous remettre à niveau. Une autre étape importante, c'est la plainte. Alors, la plainte, c'est quelque chose de délicat parce que quand vous portez plainte, bah, vous savez que vous passez de l'autre côté, en fait. C'est une étape supplémentaire et c'est souvent une étape qui fait encore plus peur que les violences, en fait. Parce que cette étape-là, bah, ça va être reconnu. Donc, même si au départ, vous ne vous sentez pas capable de porter plainte, parce que ça arrive, vous pouvez commencer par des mains courantes. Et suite à une main courante, un procureur peut prendre la décision lui-même de poursuivre. Donc, n'hésitez surtout pas, portez plainte, gardez des preuves comment dire, vous pouvez aussi vous faire accompagner par l'association, vous pouvez ne pas y aller seul. Voilà, la réception au commissariat dépend des commissariats. Donc là, je ne vais pas prôner les réceptions au commissariat qui peuvent passer du tout au rien. Ça dépend vraiment du commissariat. Mais si vous avez décidé de porter plainte et qu'au commissariat, on vous dit « Ah ben non, ça suffit pas, c'est pas assez, c'est pas ça », insistez, insistez, ne lâchez rien. Surtout, ne rien lâcher. Trouvez aussi un avocat. Donc, souvent, par l'intermédiaire des associations, on peut avoir des avocats spécialisés. Alors, il y en a qui vont me dire « Ah oui, non, mais je n'ai pas les moyens. » Donc, quand vous n'avez pas les moyens, donc, il y a des avocats que vous pouvez obtenir grâce à l'aide juridictionnelle. Donc, c'est des avocats qui ne vous compteront pas d'argent. Voilà. Donc là, ça, c'est toutes les choses que je considère importantes à faire quand on prend conscience qu'on est victime de violences conjugales. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est pas d'inquiétude. Si jamais vous commencez ces étapes, mais que vous êtes obligé de vous arrêter parce que vous vous y retournez, c'est pas grave. Pas de culpabilité, vous reprendrez la fois d'après. Parce que les violences conjugales, c'est un cheminement. On ne peut pas atteindre ou partir du jour au lendemain. Et ça, toutes les femmes qui l'ont vécu peuvent vous le confirmer. Donc, ne lâchez rien. Là-dessus, ne lâchez rien. Voilà, ça c'est la première partie. Reine, tu as quelque chose à ajouter? Non, simplement, effectivement, il y a 15 jours, on a fait effectivement le 9e café live autour de dois-je porter plainte et pourquoi est-ce que je porterai plainte et quoi attendre de la justice. Et c'est vrai que ma conception et la conception que je partage autour de moi, c'est que quel que soit ce que la justice décidera ou pas de faire, qu'il y ait un aboutissement ou pas, si c'est important pour vous et si juste et bon pour vous de porter plainte, faites-le. Faites-le parce que sortir du silence est salvateur, sortir du silence permet aussi la reconstruction et ne rien attendre en particulier de la justice parce que selon la qualification ou l'épreuve que vous aurez, eh bien effectivement derrière il risque de ne pas y avoir de poursuite, mais c'est OK. C'est OK parce que vous aurez marqué, que ce soit avec une main courante ou que ce soit avec une plainte, vous aurez marqué que ce qui se passe est anormal, est inacceptable et cela vous permettra dans un autre, dans d'autres temps, si ça se passe, comme disait Vanessa, sur plusieurs mois, plusieurs années, eh ben, vous pourrez y revenir et vous pourrez recommencer et ce sera déjà quelque chose qui sera à charge de cette personne qui vous fait subir de la violence.
Ok, bah merci Rennes. C'est vrai que c'était important de le préciser sur le plan émotionnel, en fait. Alors, donc les différentes procédures donc, auxquelles vous pouvez avoir affaire quand vous rentrez dans les procédures judiciaires pour les violences conjugales. Alors, la première, c'est le correctionnel ou le pénal. Donc là, c'est quand vous portez plainte ou quand vous portez plainte ou quand le procureur décide de poursuivre ou quoi ou ce genre de... Voilà, c'est quand il y a une plainte qui est mise en place. Donc, suite de la plainte, hein, alors, je vais aller vraiment dans les grandes lignes parce que bon, on ne sait pas vraiment comment ça peut se passer. Tout dépend du procureur, tout dépend du commissariat, tout dépend de plein de choses. En règle générale, suite à une plainte, il y a une enquête et une garde à vue pour la personne auteur des violences conjugales. Donc, cela débouche alors soit juste un classé sans suite, donc il n'y a pas assez de preuves ou quoi que ce soit un rappel à la loi. Donc, le rappel à la loi est quand même important, malgré que c'est juste en fait dire à monsieur, c'est pas bien ce que vous avez fait, il ne faut pas recommencer, mais ça apparaît dans son casier judiciaire. Donc, pour la suite, c'est quand même une importance. Il y a du poids, c'est ça. Voilà. La troisième, donc une condamnation. Alors, les condamnations pour violence conjugale sont très minimes par rapport aux faits. Donc, on a souvent du sursis, parce que toute condamnation inférieure à 2 ans en France est transformée, même des condamnations, des peines inférieures à 2 ans sont transformées en des peines qui ne sont pas applicables. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec un bracelet électronique, il va se retrouver à devoir pointer au commissariat. Voilà. Donc, c'est que pour les peines de plus de 2 ans où la personne est réellement enfermée. Mais il peut y avoir aussi des sursis probatoires, donc qui empêchent la personne de vous approcher et qui peut, celle-là, déboucher après sur des condamnations fermes. Il y a aussi un nouveau, comment dire, un nouveau dispositif qui a été mis en place, c'est le bracelet anti-rapprochement. Donc, le bracelet anti-rapprochement, donc, il peut être donné au niveau du pénal. Donc là, il va être obligatoire, c'est-à-dire que la personne sera forcée de le porter. Donc, ça lui permet de ne pas s'approcher à tant de kilomètres ou de mètres de votre domicile. Vous recevez une alerte, lui, il a une alerte, et si jamais ce n'est pas mis en place, la police intervient. Elle peut être aussi, ce bracelet électronique, ce bracelet anti-rapprochement, il peut aussi être donné par l'intermédiaire du JAF, mais avec une ordonnance de protection. Donc, on va en revenir là, donc, du juge aux affaires familiales. Donc, le juge aux affaires familiales intervient dans les violences conjugales pour plusieurs choses. La première, c'est pour une protection, c'est-à-dire pour une ordonnance de protection. Donc, une ordonnance de protection, normalement, elle est valable 6 mois. Elle peut être renouvelable une fois. Elle permet donc à l'auteur d'avoir l'interdiction de rentrer en contact avec vous, l'interdiction de vous approcher, de vous téléphoner. Donc, pour se reconstruire, c'est une étape importante. Et d'après ce que j'ai vu, ils en donnaient de plus en plus en France actuellement. Il y a aussi, il y a aussi le bracelet anti-rapprochement qui peut être aussi demandé au niveau du JAF, mais la différence avec le pénal, c'est qu'au niveau du JAF, l'auteur doit être consentant pour porter ce bracelet. S'il ne l'est pas, le JAF peut par contre lui renvoyer au pénal. Il y a aussi un dispositif que je voulais parler, que je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est aussi important, c'est le téléphone grave danger. Donc, celui-là, il est souvent remis par l'intermédiaire des associations qui font le tremplin entre le procureur et la victime, qui constituent le dossier et qui vont demander au procureur un téléphone grave danger pour cette personne. Donc, c'est un téléphone que vous avez avec vous, que vous ne devez pas quitter, et vous n'avez qu'à appuyer sur une touche pour activer et vous retrouvez géolocalisé. Non, en fait, vous avez un numéro, vous vous retrouvez sur une plateforme. La plateforme connaît tout de vous. Elle sait qui vous êtes, elle sait comment. Voilà, elle vous demande juste où vous êtes. Et il y a une intervention qui intervient tout de suite, en fait. D'accord.
Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est donné normalement pour 6 mois, renouvelable une fois. Donc, on en était donc, oui, au juge aux affaires familiales. Donc, lui, il intervient pour une ordonnance de protection, mais il intervient aussi pour tout ce qui est séparation, divorce, pension alimentaire. Donc là, c'est voilà, c'est du familial, c'est pour les gardes d'enfants, c'est voilà, donc là, on rentre dans du privé, comme on dit. C'est vraiment, voilà, on essaye de résoudre le conflit. Alors, je dis un conflit, mais c'est des violences, mais on essaye de le résoudre sur le terme de la famille. D'accord. Oui, en lien avec les enfants et Voilà, leur protection. c'est ça. Alors, alors, justement, pour les enfants, il y a une troisième chambre, je ne sais pas si on dit comme ça s'appelle comme ça, mais c'est le juge des enfants. Alors, si vraiment le juge des enfants, il intervient si l'enfant est en danger, s'il ressent que l'enfant est en danger. Alors, vous pouvez, vous, saisir le juge des enfants par l'intermédiaire du procureur ou contacter le 119, c'est le numéro pour les enfants en danger, si vous ressentez que un de vos L'autre enfants est en conjoint. danger. D'accord. Et donc, du coup, ça nécessite, est-ce que tu sais si ça nécessite une plainte de la part du parent qui pense son enfant en danger? Moi, ce que j'avais fait, j'avais écrit au procureur de la République, à la DAFNI, c'est le procureur de la République des enfants. Et en fait, c'est lui qui reçoit ce courrier et qui, moi, j'avais expliqué la situation. Et en fait, c'est lui qui Factuellement? Tu l'as reçoit. expliqué factuellement? Oui, ouais. Oui, c'est important de le Avec, préciser parce que comme il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, je pense qu'il faut vraiment, quand on écrit ce genre de courrier, rester absolument factuel. Les faits, oui, uniquement les faits. c'est Voilà. Il ça. s'est passé ça, il s'est passé ça, il a dit ça, mon enfant a réagi comme ça. Des plaintes, donner des copies de plaintes de ce qui a pu se passer. Voilà, ça peut être des photos, ça peut être, voilà, comme tu dis, du factuel, des choses qui sont présentes. Donc, en règle générale, le procureur fait redescendre l'information auprès des services sociaux. Alors, il faut vraiment, comment présenter ça? Il faut vraiment que l'enfant soit en danger parce que derrière cette procédure, il y a une enquête sociale. Donc, comme quand on quitte le domicile comme ça, on n'est pas forcément super en forme. Bon, voilà. Donc, cette troisième étape est vraiment à mesurer. Parce que, voilà, si vraiment il y a danger, on n'hésite pas à contacter le 119. Par contre, si il parle mal aux enfants, on fait attention si on a affaire à un manipulateur vraiment très pervers et très psychologique, parce que cette troisième étape peut se retourner contre nous. Donc, cette étape-là est vraiment à mesurer et à sentir vraiment si c'est nécessaire ou pas. Voilà. Ça, c'est pour les 3 procédures qui interviennent en cas de violence conjugale. Ok, Tu as super. autre chose? Qu'est-ce que justement, est-ce que c'est lié à ton expérience, cette mesure dont tu parles à l'instant ou Alors non, parce que moi, j'ai pas. En fait, moi, j'avais vraiment. Le danger était avéré, le danger était reconnu, et je sais que ça a été très compliqué pour moi de contacter les services sociaux pour, entre guillemets, demander le placement de mes enfants pour les protéger de leur père qui avait, comment dire, qui avait l'emprise sur mon fils, en fait. Donc, ça a été compliqué pour moi, en tant que mère, de dire ah bah, prenez les enfants parce qu'ils sont en danger. Oui. Tu Ben vois, oui, c'est ça. c'est ça. C'est souvent ce que vivent les parents dans le cadre de séparation liées aux violences. C'est que les enfants restent la raison de vivre et la raison pour laquelle ils se battent. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'imaginer en plus de devoir s'éloigner de Voilà. nos enfants. Et puis moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu une très bonne expérience avec les services sociaux.
c'est les premiers qui m'ont cru, c'est les premiers qui m'ont… Voilà, tout s'est toujours très bien passé avec les enfants. Bon, je connais des personnes à qui ça ne s'est pas du tout bien passé. Donc, c'est vraiment à mesurer et pas forcément se diriger vers le juge pour enfants dans n'importe quelle circonstance. D'accord, très bien. Voilà. Alors, en troisième partie, donc, je voulais vous parler de quand on attaque ces procédures, à quoi faut-il s'attendre? Là, oui, parce que c'est un véritable marathon judiciaire, un marathon judiciaire, marathon émotionnel. Donc, c'est ça. Comme si on n'avait déjà pas eu assez avant. Comme si on n'avait déjà pas eu assez avant. Ça, c'est le clou qui vient qui vient enfoncer le final, quoi. Alors, on le dit évidemment avec le sourire et avec légèreté parce que c'est quelque chose aujourd'hui que Vanessa traverse encore, d'ailleurs, avec hauteur, recul, parce qu'elle a pu effectivement faire ce travail de reconstruction et d'introspection qui lui permettent aujourd'hui d'avoir des armes émotionnelles pour pouvoir passer toutes ces étapes. Ce n'est pas le cas de tout le monde, on le sait bien. Donc, ce n'est pas parce que on a l'air d'en parler avec légèreté que ça veut dire que c'est léger, en fait. Parce que ça ne l'est pas. Ça ne l'est jamais en vérité. C'est juste la façon qu'on a de l'appréhender et de le traverser qui va changer. Mais voilà. C'est ça. Alors, comme disait Rennes, donc quand on rentre dans une procédure judiciaire, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine. Parce que par rapport au cycle, déjà la première étape, c'est par rapport au cycle des violences conjugales. Quand l'auteur sent qu'il perd l'emprise, il s'accroche, il cherche à s'accrocher. Donc, pendant les procédures judiciaires, il fera appel de toutes les décisions. Donc, que vous gagnez une garde d'enfant, qu'il soit condamné au pénal, non, il fera appel. Parce que pour lui, ça lui permet de continuer à maintenir le lien. Donc, attendez-vous à des appels à répétition. Moi, depuis 5 ans, je suis passée entre les trois procédures, parce que j'ai eu le droit aux 3. Entre les 3 procédures, j'ai dû passer une vingtaine de fois au tribunal. Donc c'est quand même épuisant, c'est quand même… Oui. Ça coûte cher pour ceux qui n'ont pas… Ça coûte très cher pour ceux qui n'ont pas l'aide juridictionnelle. Donc, attendez-vous aussi, si vous n'avez pas l'aide juridictionnelle, attendez-vous à que vous deviez sortir certaines sommes pour payer les avocats. Alors, ce qui est important, c'est… donc, quand vous arrivez souvent aux procédures, c'est que, sauf pour le correctionnel, si c'est sur le fait, là, ça vous tombe dessus sans que vous puissiez le prévoir, mais en règle générale, une convocation au JAF, même en référé, c'est 2-3 mois. Donc, vous avez quand même le temps de vous préparer. Donc, ce qui est important pendant cette période, c'est de commencer votre détachement, commencer votre deuil, pour pouvoir arriver à l'audience. Alors, même si vous n'êtes pas totalement détaché, même si vous avez peur, même si tout ça, ce sont des réactions normales, mais avec un autre regard. Le regard, ne plus le voir comme votre ancien conjoint, mais le voir comme l'auteur des victimes de violences. Et vous remémorez, grâce peut-être aux associations, aux groupes sur Facebook, ou voilà, le schéma des violences. Et vous le remémorez parce que vous n'êtes pas à l'abri que la veille d'une procédure au juge pour enfants, il vous appelle avec son plus grand sourire pour essayer de vous amadouer pour le lendemain. Donc, d'ailleurs, parce que ça peut tout autant concerner des femmes. Oui, vous n'êtes pas à l'abri de recevoir alors moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu de recevoir une boîte de chocolat la veille.
tout ça pour vous amadouer ou d'arriver au tribunal et qu'ils viennent vous dire bonjour comme si Parce que vous connaissaient c'est depuis important toujours. de le préciser parce que souvent, les personnes qui reçoivent de la violence, donc les victimes, ont de la culpabilité. C'est ça. Et en fait, si la personne en face ressent cette culpabilité, eh bien, elle va en jouer. Et du coup, ça va accentuer encore cette culpabilité. Et donc, on peut être désarçonné à la veille d'une audience, à la veille d'une procédure. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment rester dans l'alignement que ce que vous avez vécu est réel, ce que vous avez vécu n'est pas normal et n'est pas acceptable, et que si cette personne devait être condamnée, eh bien, ce serait de son fait et non pas du vôtre. Ce n'est pas parce que vous avez porté plainte qu'il se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'il vous a mis dans cette situation et dans cette obligation de faire que vous vous retrouvez devant un tribunal. Donc, il ne le doit qu'à lui. Et ce n'est pas de votre faute à vous. C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, donc et comme c'est ce que j'allais dire, essayer de dépasser ses peurs ou la culpabilité, parce que c'est quelque chose, voilà, il faut se préparer à cette culpabilité qui va être présente. Vous pouvez aussi vous dire, c'est le père de mes enfants, il y a tout plein de choses il peut vous Il dire, peut ah, perdre mais tu son te souviens quand tout travail. allait bien. Voilà, c'est. Alors après, quand il s'aperçoit qu'en fait, ça ne marche pas, que vous n'êtes pas dans ces énergies-là à culpabiliser ou à vouloir atténuer les choses. Donc là, vous pouvez vous attendre à entendre toutes les horreurs et tous les mensonges possibles pour sa défense. Donc là, ça peut vous mettre dans une injustice énorme de ressentir qu'il inverse les situations, qu'il inverse les rôles, qu'il a des attestations, par exemple, de personnes que vous ne connaissez pas et qui vous traitent de mauvaise mère ou ce genre de choses. Donc là, il faut s'attendre à toutes sortes de. Et puis ils aiment les attestations, ils aiment avoir des gens autour d'eux, mais juste pour les aider, qui ne connaissent pas la situation et qui ne sont pas au courant. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez entendre. Alors, ça peut vous créer vraiment une blessure d'injustice. Vous mettre hors de vous, mais encore une fois, il faut rester centré, faut continuer à avoir confiance en votre défense, en votre manière d'agir. Et vous savez que la vérité, c'est vous qui l'avez et qu'un jour, tout sera découvert parce que un pervers narcissique ou une pervers narcissique, une personne toxique, une personne violente, elle ne, je vais être tranchante, mais elle ne guérit jamais. Donc, tout va aller crescendo. Donc, peut-être que la première étape, vous ne la passerez pas haut la main parce qu'il aura essayé de se défendre, il aura essayé de certaines choses, il aura menti, il aura tout ça. Mais il ne pourra pas mentir et il ne pourra pas se défendre toute sa vie. Donc, l'étape d'après, ça payera. Ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, c'est qu'effectivement, dans toute cette phase de déstabilisation, cette injustice que l'on peut vivre, avec peut-être aussi un sentiment de trahison de la part de personnes que vous avez pu fréquenter ou pas, et qui feraient des attestations ou diraient des choses qui, de leur point de vue, peuvent paraître justes parce qu'ils se sont laissés un petit peu berner par l'autre personne. C'est surtout, et je crois qu'on en a parlé sur un de nos premiers lives, c'est surtout ne pas se mettre soi dans une situation qui peut nous être reprochée, ne pas répondre, ne pas réagir en fait. Vraiment, je crois que si on pouvait vous donner un conseil, et je pense que Vanessa sera OK, c'est de vraiment, quand vous recevez quelque chose qui vous blesse, qui vous semble injuste, ou qu'on vous a trahi, ou la colère monte, respirez. Respirez, prenez de la hauteur et surtout ne réagissez pas dans l'immédiateté. Du factuel, s'il faut que du factuel. Oui, c'est ça. Ne pas réagir et rester, rester, cantonné aux faits, effectivement. Ouais, c'est ça.
Donc voilà, vous pouvez subir aussi des retournements de situation. Il y a inventé qu'en fait, c'est vous qui est violente. Ça peut vraiment passer partout. C'est vous qui êtes alcoolique, c'est vous qui. Voilà, vraiment, ils n'ont aucune limite pour se défendre dans cette situation. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut se préparer, qu'il faut savoir que cela peut arriver. Euh, et, euh, et voilà, et commencer ce travail de deuil, donc avant les premières audiences, c'est important pour que vous puissiez comprendre ce mécanisme de violence, ce mécanisme euh, et pouvoir identifier et pouvoir justement prendre du recul par rapport à la situation que vous allez vivre en audience. Voilà. Ok, ben, merci. Je pense que c'est important pour beaucoup de personnes qui savent pas en fait, qu'elles aient ou non déjà porté plainte, mais qui n'ont aucune idée en fait de la longueur de la procédure, de la préparation du départ et également comment est-ce que ça peut se passer au moment des procédures avec tous les mensonges qu'il peut y avoir, toutes les déstabilisations, toutes les tentatives et toutes les preuves émotionnelles, hein, on est bien d'accord, parce que c'est très énergivore toute cette période. Et c'est vrai qu'on voit souvent qu'il y a beaucoup de soulagement, beaucoup de peur avant chaque procédure et chaque appel, etc. Mais on voit aussi beaucoup de soulagement quand il y a une reconnaissance en fait de cette violence, mais ou beaucoup d'injustice quand cette violence elle n'est pas reconnue par la justice. Mais encore une fois, quel que soit le résultat, je crois que ce qui est important, c'est que finalement, vous soyez reconnu en ayant fait les choses d'une manière qui soit juste pour vous ou pour vos enfants. Et à partir du moment où ce n'est pas dirigé avec de la colère, dans une volonté de vengeance pure, mais juste pour dire, OK, je le fais parce que ce que j'ai vécu est réel. Je sais que je l'ai vécu et je ne veux pas que ça se reproduise et que je marque d'un fer rouge en fait le stop de tout ça, parce que on est bien d'accord, Vanessa, c'est que souvent, voilà, toutes tes démarches que tu as entrepris, ce n'est pas léger. Pourtant, tu sais que c'est juste pour toi, que c'est juste pour tes enfants et que tu vas au bout, non pas parce que tu veux une vengeance et détruire cette personne. Non, tu le fais parce que cette personne a eu des actions qui étaient anormales et complètement inacceptables. Et quand on connaît ton histoire, on sait que ça a été d'une violence inouïe. Mais voilà, tu le fais parce que tu dois le faire, parce que c'est juste pour toi et pour le monde, Oui. du coup. Et pour le monde, je dirais, que ça se fasse. Ce n'est pas dans un désir de vengeance, en fait. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est Et tout à quand on le fait. fait, finalement, ce que je disais la fois dernière sur le live, c'est que quand on le fait, finalement, c'est un cadeau qu'on se fait à soi, à nos enfants, parce qu'on doit les protéger également. Mais finalement, c'est aussi un cadeau qu'on fait au monde, parce Oui, que plus on sera nombreux et nombreuses à dire stop, ça ne peut plus continuer comme ça, et ben, moins, et j'ose l'espérer, que moins ces auteurs se sentiront seront dans un sentiment de toute puissance et d'impunité en fait totale, parce qu'ils sauront que on agit en fait, que chacune des victimes agit pour que ça s'arrête. c'est exactement ça. Voilà. Bon, nous espérons que ce live vous aura apporté de la valeur. Merci à toi, Vanessa, pour Merci pour ton avoir accueil. pris ce moment en bénévole pour apporter, pour contribuer et pour aider toutes les personnes qui traversent ou qui connaissent une personne qui traverse ces violences.
J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que tu nous apportes et pour toute la générosité avec laquelle tu participes au live. Et puis, Merci à mois de toi de décembre, m'accueillir. mois de décembre en off pour les lives, je pense. On reprendra au mois de janvier et on vous tiendra informé par le biais des groupes qui publieront nos prochains événements. Je vous remercie et je vous souhaite Merci à une vous. belle après-midi et merci encore Vanessa. Merci. Je mettrai dans le lien YouTube, vous trouverez la page de Vanessa, comment la contacter, ainsi que la mienne, pour vous permettre d'entrer en relation avec nous, pour vous reconstruire, pour libérer. Alors, dis-nous ta spécialité, Vanessa, s'il te plaît. Alors moi, je suis coach de lettres. Je travaille sur les blessures émotionnelles, le karma, donc c'est un peu spirituel, et sur l'énergétique en tant que énergéticienne. Voilà, donc moi, je travaille sur la reconstruction des blessures et sur les liens karmiques entre les personnes, ce qu'il y a à résoudre, ce qu'il y a à travailler. Donc voilà, c'est mes deux spécialités. Ok. Et pour ma part, je propose une approche systémique sur la reconstruction qui passe par le corps, par les émotions. Et j'ai une spécialité qui est la psychoneuronutrition, la neurobiochimie du cerveau, puisque dans ma pratique, j'ai observé qu'il y avait une prédisposition neurobiochimique aux violences. En tant qu'émetteur, mais également en tant que récepteur. Et du coup, à l'aide de la psychoneuronutrition et du rééquilibrage de ces neurotransmetteurs, eh bien, on arrive à avoir les armes, je dirais, à donner des armes à notre cerveau pour nous permettre de nous reconstruire durablement dans l'après-violence. Voilà. Tout à fait. Très bien. Ah, merci. À bientôt, pardon, et merci. À bientôt. Au revoir et bonne fin de journée et bonne fête de fin d'année. Exactement.